Euh, oh, l'Afrique, l'Afrique. On va mourir pour ce continent tant aimé. We are going to die. C'est bon. Allô? Docteur, bonjour. Je disais que tout le monde vous suivait en Côte d'Ivoire, en Belgique, en France, aux États-Unis. Merci beaucoup. Docteur Bissog Martial, conférencier international, fondateur d'Akeva. Aujourd'hui, avant de revenir une prochaine fois sur Akeva, on va parler du discours du président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo que vous suivez depuis quelques années, vous suivez l'actualité ivoirienne. Alors, vous allez donc nous dire euh, quelles sont les grandes lignes de ce discours-là que tout le monde attendait depuis 10 ans. Vous avez la parole, docteur. Bonsoir à vous, chers frères. Bonsoir à tous les téléspectateurs de 2N TV. Bonsoir à la diaspora africaine parsemée par-delà le monde. Et bonsoir au peuple ivoirien. J'aimerais dire ce soir que je parle en tant qu'Ivoirien. Et je dirais même mieux, je parle ce soir en tant que ivoirophile. Parce que décidément, l'Afrique ou la Côte d'Ivoire n'a pas besoin véritablement d'Ivoiriens ou d'Ivoiriens véritables. Mais la Côte d'Ivoire a besoin d'ivoirophiles et ceux qui aiment vraiment ce pays et ceux qui aiment le continent. Donc merci de me donner la parole. Et évidemment, tout le monde a suivi le discours du président Gbagbo. C'était un discours qui pour moi marquait un point important dans la nouvelle Côte d'Ivoire en réalisation et que depuis que le président Laurent Gbagbo s'est exprimé, tout n'est plus pareil en Côte d'Ivoire depuis cet instant. Je ne sais pas si je devrais continuer d'un trait ou j'allais répondre à une relance. Oui, c'est vraiment, en fait, on voulait vous laisser faire une introduction, vous l'avez bien faite, et je vous en remercie. Aujourd'hui, comme vous savez, la Côte d'Ivoire est dans l'impasse. Depuis, on va reculer légèrement, depuis la réforme constitutionnelle de 2016, le pouvoir croit être dans une troisième république, quand le peuple et l'opposition pensent que la deuxième république continue et que M. Alassane Dramane Ouattara, ayant fait 10 années au pouvoir, devrait pouvoir rendre le tablier. Demain, samedi, ce sont les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et depuis un moment, le peuple bat le pavé, beaucoup de morts. Et vous l'avez suivi, on attendait quelqu'un, le Messie, pour venir dire la parole qui sauve. Et donc nous avons écouté hier le président Laurent Gbagbo. C'est donc c'est le décor que vous venez de planter. Quelles sont vos impressions sur ce qu'il a dit, le président Laurent Gbagbo? Alors, il faut déjà savoir que Koudou, Laurent Gbagbo n'est pas n'importe qui. Il fait partie des personnages, pas des personnalités, mais il est déjà un personnage commun. Il fait partie des gens qui ont un destin qui relate un peu l'histoire de l'Afrique dans ses blessures, ses meurtrissures, ses déchirements, ses espoirs, mais aussi ses succès. Laurent Gbagbo, c'est le patrimoine africain. Laurent Gbagbo, c'est
l'ADN de l'Afrique. C'est-à-dire tout le monde connaît Laurent Gbagbo. C'est en ce sens qu'on marque l'histoire en réalité. Lui qui est professeur d'histoire, il doit aimer les références historiques, mais dans l'histoire de l'humanité, même de l'Afrique, il y a des gens qui font corps avec l'humanité comme ça. J'ai vu pas mal de petits Gbagbo dans les faubourgs hein, de Benin City, de Douala, euh, au Congo, partout, il y a toujours un petit Gbagbo quelque part. Et, et c'est un jeu, hein. C'est pas tous les hommes d'État qui ont, c'est pas toutes les personnalités qui ont la capacité d'impacter hein, leur temps. Alors, mais vous me demandez quand même ce soir de faire un travail très difficile. Un intellectuel doit affronter son destin. Chez nous, on dit quand quelque chose te surprend, tu la surprends aussi. Alors, analyser la sortie du président Gbagbo hier, c'est aussi se remettre en cause nous-mêmes. Politiquement, vous savez que je suis quelqu'un qui comprend la situation à Abidjan et je vais le dire très clairement, sans que ça ne heurte personne, dans la volonté de voir la Côte d'Ivoire ne pas s'enflammer, de ne pas céder aux sirènes de la déstabilisation, j'avais pensé que, au-delà de toute analyse politicienne, que le président Ouattara allait pouvoir continuer de gérer la Côte d'Ivoire. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais rien ne pouvait l'empêcher là. Et c'était ça ou le chaos. Et je ne suis pas un apôtre du chaos. Et quand je regarde ce que le président Laurent Gbagbo a dit hier, c'est un esthète des mots, hein? C'est un enseignant. Donc, en réalité, il a... Oui, alors, sans vous arrêter, oui. sans vous arrêter, on va déjà parler, on va commencer par le timing. Oui. Alors, Laurent Gbagbo, depuis 10 ans, ne dit rien du tout. 2 jours avant des élections, on va dire, où la Côte d'Ivoire joue, où tout le peuple de Côte d'Ivoire joue son destin, Laurent Gbagbo arrive comme le Messie. Le timing. Qu'est-ce que vous en dites? Selon vous, c'est quoi ce timing? 10 années de silence, la veille des élections les plus meurtrières, l'homme apparaît. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie? Mais vous avez tout dit, ça veut dire que l'homme apparaît. On a trop vite fait d'enterrer Laurent Gbagbo. C'est peut-être ça qui a été l'erreur politique des gens en Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont cru que l'éloignement de Koudou allait permettre à se débarrasser de l'homme politique à la peau d'éléphant. Donc, on dit, je suis un roi, je suis un homme qui mange les écorces. Je fais partie des 5% des Africains qui n'ont pas donné leur sac, leur mystique. Et donc, on dit chez nous que c'est l'eau de l'éléphant qui avait servi à cuire l'éléphant même. Ça veut dire que quand on prépare l'éléphant, on ne puise pas l'eau à côté. C'est l'eau que sécrète l'éléphant qui fait cuire l'éléphant. Donc, Laurent Gbagbo est clairement une option sérieuse pour demain. Mais là où Laurent Gbagbo a été très fin, c'est qu'il a dit aux Ivoiriens, asseyez-vous, il faut négocier. C'est ça qui m'a marqué. Deuxième chose, il a dit au président Alassane Ouattara que c'est lui qui avait la solution, dont la clé, et pour calmer la Côte d'Ivoire et pour remontrer le chemin de la stabilité et de la paix. Parce que c'est lui qui a les affaires. Donc, il a fait preuve d'une ingéniosité terrible et d'une humilité terrible. Parce que voir un président
un ancien président, qui admet qu'il est prisonnier. On lui dit même qu'il est un ex-chef d'État. Il dit non, il est prisonnier. Ça veut dire qu'il a voulu présenter à la face du monde l'injustice internationale pour dire voici ce qu'on fait de vos enfants, de vos héros en 2020. Et ça fait 10 ans que l'Afrique subit ces injustices. Mais le problème aussi que Laurent Gbagbo voulait souligner, c'est ce qu'on appelle en sciences politiques le système monde. C'est-à-dire il y a une sorte de hiérarchisation de l'ordonnancement de la gestion politique des pays. C'est-à-dire les chefs d'État qu'on voit là, pour la plupart en Afrique, ont un calendrier. Ils ont des patrons. Ils ont un cahier de charges. Et pour peu que tu n'obéisses pas, on vous met dans le sac. Et vous savez, quand vous faites même une semaine de prison, ce n'est pas anodin. Alors Koudou, vous allez me dire qu'il a la carapace, il a le dos, c'est la peau de l'éléphant, c'est tellement dur, endurci par les difficultés. Mais il connaît la prison. C'est pas parce qu'il connaît la prison qu'il doit la faire tout le temps. Oui, bien sûr. Vous me permettrez de rebondir sur il connaît la prison, effectivement. Laurent Gbagbo a plusieurs fois été emprisonné. La première fois qu'il allait en prison, déjà, c'est pendant qu'il était professeur de lycée, au lycée classique. Il devait prononcer une conférence où il s'agissait c'était sous le régime du parti unique, où le thème de la conférence était « Peut-il avoir un dialogue dans un régime monopartisan ?» Tout à fait. En son temps, le président Houphouët-Boigny n'avait pas accepté la conférence et depuis lors, il n'a pas cessé d'aller en prison. En février 1992, le même Alassane Ouattara le mettait 2 ans en prison. À la suite d'une manifestation à Abidjan au plateau, vous vous rappelez très bien, on en parlait hors micro. Oui. Donc, au sortir de sa prison, il a lancé le slogan en août 1992, « Asseyons-nous et discutons ». Aujourd'hui, l'opposition ivoirienne fait sienne cette maxime de s'asseoir pour discuter, pour arriver à un consensus national. Alors, selon vous, pourquoi le président Alassane Ouattara est sourd face à ces appels incessants, les appels du pied de son opposition qui ne veut pas faire la guerre? Pourquoi ce monsieur ne veut pas dialoguer, selon vous? Conférencier international, selon vous, c'est quoi la situation? Pourquoi Alassane est muet, est sourd et muet? Le problème aujourd'hui est vraiment simple. C'est que il faut que chacun fasse son aggiornamento, hein, que chacun se remette en cause. Je ne veux pas ici être la tribune du censeur qui donne les bons et les mauvais points, mais même l'opposition a failli sur certains points. On n'a pas permis de mettre la question de Laurent Gbagbo à la une pendant qu'ils étaient aux affaires. Je cite le PDCI. Ils ont quand même co-géré avec le président Ouattara. Ils sont partis du pouvoir en 2018 parce que les accords ne semblaient plus plaire au président Bédié. Et vous avez vu Pascal Affi-N'Guessan, c'est quand même ironique aujourd'hui qu'il vienne se réjouir du discours du président Gbagbo qu'il a combattu. Peut-être c'était légitime, mais dans son désir de reprendre le parti, il a voulu tuer le père. Donc, ces mêmes gens aujourd'hui ne peuvent pas se retrouver comme s'ils sont les meilleurs avocats du président Gbagbo. Ça, c'était la première observation. Alors, pour la deuxième analyse tout à l'heure... Le silence de Alassane, enfin, je veux dire, la volonté Alassane Ouattara, vaille que vaille, coûte que coûte, d'aller à des élections liberticides, des élections génocidaires, des élections que tout le monde sait qu'il va porter un coup au peuple. Selon vous, qu'est-ce qui justifie cela? Alors, s'approcher tant au pouvoir.
Mais euh, le président Laurent Gbagbo a dit quelque chose de très simple hier, et c'était clair. Il faut qu'on respecte la parole donnée. C'est-à-dire que la constitution des États-Unis, c'est 13 pages. Hein. Et même un petit qui est à Beaunois là-bas ou à Sassandra peut lire la constitution des États-Unis, même comme c'est en anglais. C'est un anglais simple, épuré, et puis 13 petites pages, à peine. La constitution de la Côte d'Ivoire, c'est un ramassis. Donc, il faut déjà qu'on arrive à sacraliser le texte sacré. L'acte de naissance d'un pays, c'est la Constitution. Et c'est ce que Laurent Gbagbo rappelait. Mais maintenant, si vous permettez, j'étais en train de dire que je ne veux pas être celui qui encourage la sécession, la rébellion ou le feu pour demain. Si ça dépendait de mon avis, même s'il ne compte pas, j'allais dire aux Ivoiriens de sortir les pochettes comme dans la tradition ivoirienne, soit pour pleurer, soit pour dire Yako, malgré ce qui nous arrive. Parce que le deuxième piège quand même, c'est que les gens arrivent justement à brûler le pays et à le gâter. Et ça, Laurent Gbagbo ne le veut pas. Pourquoi? Pour deux petites raisons. Il s'est toujours présenté comme un homme de paix. Et si on lui a donné la parole hier, c'était pour que il se désolidarise de la descente aux enfers du pays. Mais en disant clairement qu'il est de l'opposition. Ça, c'est une stratégie. Mais au fond, le président Laurent Gbagbo n'a pas besoin de voir la Côte d'Ivoire sombrer parce qu'il n'y va pas de son intérêt. Deuxième chose, le président Laurent Gbagbo sait que les Ivoiriens ont payé un lourd tribut dans la guerre fratricide et ce n'est plus possible de revenir sur ces bases. Maintenant, pour être concret, Laurent Gbagbo a quand même voulu rappeler aux Ivoiriens hier que c'est lui qui a été à l'initiative de cette Afrique, de cette Côte d'Ivoire nouvelle. Mais vous m'avez coupé tout à l'heure quand je m'exprimais. Moi, je veux rappeler quand même simplement que Laurent Gbagbo a été peut-être trop vite aux affaires pour les Africains, pour les Ivoiriens. C'est-à-dire politiquement, ce n'est pas lui que le système attendait. Je rappelle simplement que le président Houphouët-Boigny a 3 enfants, pour schématiser. Il y a le fils de la maison, le petit Joufflu, et puis il y a l'autre petit de la case d'à côté qui est le plus vif, mais le plus têtu, qui est Koudou, et puis il y a l'autre fils qu'on a amené de la case de derrière, mais qui est plus discret, plus secret, plus calme. Et puis, d'ailleurs, le président Oufoué va dire quelque chose de terrible. Quand il fait libérer Laurent Gbagbo, il le convoque et il lui dit « Heureusement que tu es fait de ma chair, tu es moi ». Donc, Oufoué savait bien que le président Ouattara, c'est lui. Et le président, c'est pas un lapsus, le président Ouattara, c'est lui. Le président Bédié, c'est lui. Mais le président Laurent Gbagbo, c'est surtout lui, parce qu'il avait les germes. Il a quelque chose de la Côte d'Ivoire, il a quelque chose du père. Mais c'est le fils que le père n'aime pas trop voir parce qu'il a compris le système. Il a compris comment fonctionne le père. Et dès cet instant, il a commencé à résister au père. Et c'est d'ailleurs tout son mérite. Mais maintenant, il faut savoir que les pays africains ne sont pas des pays totalement libres. Surtout les pays francophones. On a une histoire. Avec la colonisation vient de loin. La Côte d'Ivoire est un continuum. C'est la pulpe dorée de la France. Et il se pourrait que pour la colonie, le président Gbagbo n'entrait pas dans les côtes de ce système-là, de cette continuité quasi-coloniale. Parce qu'il est révolutionnaire dans l'âme. Pas parce qu'il déteste la France. Il a fait ses études, il a ses attaches.
avec le Parti socialiste, les Guy Laberty, et bref. Mais il n'est pas fait pour le job. Mais pour nous, les Africains, nous étions dans la bonne sauce graine parce que c'est l'homme qu'il fallait pour la Côte d'Ivoire, mais un peu trop tôt. Et l'erreur que l'Afrique a fait, c'est qu'elle n'a pas su protéger le président Gbagbo. Et le président Gbagbo aussi a fait une erreur, peut-être fatale, c'est-à-dire que il est tellement sincère. Laurent Gbagbo, c'est un homme politique, mais il ne fait pas le jeu politique. Il n'est pas tellement fourbe. Il est trop... laissez, je ne cherche jamais mes mots, mais je veux dire que le président Laurent Gbagbo est entier. Vous voulez dire, il est en même temps, il ne rentre pas dans le schéma politique vraiment parce qu'il est sentimental, il aime le peuple, il aime les gens. C'est un homme très aimable, on va dire. Je dirais même plus. Le président Laurent Gbagbo, dans son interview hier, il a rappelé aux jeunes d'Abidjan qu'on se connaît. On était dans les gloglos ici, dans les maquis, hein, à Yob City et tout. Et il a le rôle, c'est aussi ça, le désavantage d'être un opposant pendant longtemps. C'est parce que vous faites corps avec le peuple, parce que vous les connaissez, vous êtes plus syndicaliste comme politique à la fin, à force de porter les problèmes des gens. Gbagbo n'a aucun problème. Mais depuis, toute sa famille porte les stigmates de la libération des autres. Il porte la croix des gens. Donc il est l'autocommis de la libération des peuples de Côte d'Ivoire et d'Afrique. J'espère que je suis très clair là-dessus. Et ça se voit tellement que quand il est arrivé aux affaires, il a cru qu'il peut continuer à faire de l'amour de son peuple une fonction politique, une arme politique. Or, on ne demande pas aux hommes politiques de dire qu'ils aiment leur peuple en Afrique, ce qui serait l'idéal, ce qui n'est pas mauvais. Mais on demande aux hommes politiques en Afrique de donner la quote-part qui revient au patron sans regimber et de fermer les yeux. Et là, Koudou a dit, tuez-moi, amenez-moi. Et puis, finalement, c'est peut-être ce côté réel politique qui a échappé à l'homme politique qu'il est. Et ce pragmatisme-là, parce que même quand les gars le convoquent à Marcoussis, je pense que le président Laurent Gbagbo dit d'abord, non, il rentre d'abord à Abidjan. Villepin l'appelle à Paris, il dit non, lui il rentre d'abord. Parce qu'il a ce souci, il croit que le peuple est assez mature en Afrique pour le protéger. Le peuple d'où il croit tirer sa légitimité. Et il ne sait pas qu'en Afrique, il y a cette théorie du lion et du buffle. Hein? Il y a souvent un seul lion qui terrorise toute une meute, qui attrape un buffle, et puis les autres buffles n'ont pas le temps de développer la conscience, qu'ensemble ils peuvent dégager le lion. Et parfois ils laissent qu'on dévore le buffle ou le bufflon là, en assistant à la scène. Deux fois, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que en Afrique, il n'y a pas une conscience, une haute conscience de la pensée critique qui permet aux gens de dire, même à l'oppresseur, nous allons mourir pour défendre nos valeurs. Les mêmes gens peuvent remplir le stade au Fouet-Boigny la nuit, ils peuvent remplir toutes les avenues, mais pour une petite sommation, même si je respecte toutes les victimes qui sont tombées pour la révolution, parce que là, on bascule dans la révolution. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que le président Laurent Gbagbo est un révolutionnaire dans l'âme. Et jusqu'au pouvoir, il est arrivé avec l'âme de la révolution. Il aurait dû porter, selon moi, la toge du diplomate ou bien du politicien africain normal. Mais Koudou n'est pas normal. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord, docteur? Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que l'intervention du président Laurent Gbagbo était une sorte de sentence, il a signé l'arrêt de mort d'Alassane Dramane Ouattara. Il a démontré sur toute la ligne que l'homme ne connaissait ni la Côte d'Ivoire, qui ne connaissait ni l'utilisation
de la loi et ni l'utilisation de la force qui est là. Parce que Laurent Gbagbo aurait pu utiliser la force à maintes reprises, à plusieurs occasions. Face à la rébellion, il a préféré passer de capitale en capitale en Afrique pour faire la négociation. Au Burkina, au Ghana, en Afrique du Sud. Laurent Gbagbo a démontré à Alassane Dramane Ouattara qu'il est nul. Il a même dit, il est enfantin. Qu'est-ce que cela vous inspire de dire rejeter 40, on va dire 40 candidatures sur 44, c'est enfantin. Mais c'est enfantin, j'ai envie de dire, Alassane Ouattara, tu es enfantin. Ou alors, vous êtes enfantin. Est-ce que vous partagez ça? Vous partagez ce que les gens disent? Je ne peux pas, je ne saurais pas partager ça. Vous n'allez pas me faire porter une telle responsabilité. Je vous ai dit que il faut qu'on élève un peu le débat. Mais c'est vrai que le président Laurent Gbagbo a dit, et c'est ça, il a dit que son frère, Alassane Ouattara, a manqué d'élégance envers lui. Et que son frère a manqué de courtoisie. Voilà. Sur la question du passeport, effectivement. Voilà. Mais sur la question des 40 recalés sur 44, il a dit que c'était enfantin. C'est pas vous qui le dites, c'est pas vous qui l'a dit. Oui, il a dit, bon, c'est la journaliste Denise Epotet que je connais bien, qui lui a fait dire ça. Mais en réalité, ce n'est pas le problème des candidatures. Je vais vous dire, je vais vous faire une confidence. C'est la maturité politique qui en cause en Afrique. Parce que même sur les 4 candidatures, là, les 3 qui sont en face, ou même les 2, Bédié et Afi, si le peuple avait la conscience et la maturité politique, ils iraient aux élections faire ce qu'on appelle un vote sanction. C'est quoi un vote sanction? C'est ce qu'on a connu en France ici même en 2002, où un monsieur Le Pen s'est retrouvé au 2e tour et ça a réveillé un sursaut national dans l'opinion française pour dire jamais, tout sauf Le Pen. Et ça a été la même chose en 2017 quand sa fille est venue encore aux élections, surtout au 2e tour. Donc à chaque fois, c'est le peuple seul. Parce que je n'encourage pas la violence. Je sais de quoi je parle. Je n'ai pas envie que la Côte d'Ivoire, sur les efforts qu'elle a fait depuis l'indépendance, qu'elle sombre dans une sorte de biafraïsation parce que nous avons des ambitions politiques. Je dis aux Ivoiriens, préservez vos acquis et développer vos atouts. Donc, je revenais sur la maturité politique. Rien n'empêchait donc demain que se cristallise autour d'un candidat, fût-il un aveugle, face au système, pour qu'une forte opinion monte et fasse mentir donc l'establishment sur place. Je ne peux pas accepter que les gens brûlent la Côte d'Ivoire parce que j'ai un intérêt politique derrière. Ça, je sors de ce schéma, mais je dis, Laurent Gbagbo aussi a juste voulu dire aux Africains et surtout à ses frères et surtout à Alassane Ouattara d'appeler les autres à la négociation. Bédié peut venir écouter. Afingessan peut venir écouter. Kakabe peut venir. Il s'asseye. Laurent Gbagbo a pris de la hauteur justement en disant je tire la sonnette d'alarme. Et c'est là où il prend les autres à témoin parce que figurez-vous, s'il avait été partisan, il en est, parce qu'on attend de lui qu'il rentre à Abidjan avec beaucoup de dignité et de hauteur, donc il était dans une posture où il ne pouvait pas légitimer la violence. Il a juste dit, il faut qu'on négocie, qu'on s'asseye et que le président Alassane Ouattara convoque ces gens pour qu'ils trouvent une solution. Parce que la solution, c'est entre les 3 personnes qui sont là-bas et surtout la voix de Laurent Gbagbo allait compter et doit compter. Alors, docteur, le guide, vous semblez dire qu'on devrait accepter la candidature de M. Alassane Ouattara et le battre, faire un consensus comme vous avez pris le cas de Le Pen. C'est cela, alors que, de toute évidence, Alassane Ouattara a violé la Constitution en se présentant à un 3e mandat anticonstitutionnel. Tous les constitutionnalistes ivoiriens internationaux l'ont démontré. On ne peut pas aller à des élections, même pour le battre, avec quelqu'un qui ne respecte pas la Constitution. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, j'ai accepté, j'ai suivi, j'essaye d'être fin, mais il faut pas qu'on récite euh, la politique, l'analyse politique n'est pas aussi la somme des banalités. Il faut qu'on dise ce que le peuple ne peut pas dire. Il faut qu'on passe un peu plus au-dessus. Ce n'est pas parce que il y a un débat politique sur la Constitution ou pas qu'on va brûler tout le pays. Acceptons déjà, même si c'est mauvais, et puis on fait mentir l'opinion. Je peux vous garantir que si Laurent Gbagbo était à la place d'Affinguessan, il allait prendre la responsabilité. Le problème en Afrique, c'est que beaucoup de leaders politiques n'ont pas la carrure politique qu'ils prétendent avoir, ou la vision politique. C'est pour ça que je vous ai dit que des gens comme Gbagbo sont rares dans un pays. Si Laurent Gbagbo avait eu la chance d'être en face d'Alassane Ouattara, il devait avoir un match politique de très haut vol. N'oubliez pas qu'en 2010, il y a eu un très grand match politique entre ces deux gens-là, qui se connaissent d'ailleurs très bien. On a vu à la RTI un débat, un face-à-face, comme ici en France, comme aux États-Unis, comme Joe Biden et Donald Trump. C'est ça la politique qui doit nous faire rêver. Je ne suis pas dans la politique des petites personnes. En 2010, on a vu le président Gbagbo défendre son bilan, porter son projet. On a vu Alassane. C'est ça qui m'a donné encore ce peps politique. C'est j'ai cru en cette Afrique. Même comme nous, on vivait déjà, nous, on était en France à l'époque et un peu plus jeunes. Mais je veux dire que c'est ça l'image. Et aujourd'hui, à part, personne n'a la carrure de Gbagbo face à Ouattara au pays en ce moment. Donc c'est leur échec et ils veulent faire porter ça à Laurent Gbagbo qui entraîne un homme très rusé politique. Il ne peut pas assumer les déboires d'Affinguessan, il ne peut pas porter la défaite intellectuelle de Bédier. Vous ne pouvez pas demander à Laurent Gbagbo d'assumer leurs échecs parce il est responsable. C'est pour ça qu'il a dit allez négocier. En français facile, on va dire il a botté en touche. Parce qu'il a évité, parce qu'il sait que de tous ces gens face à Alassane, ils n'ont pas, très peu ont le mérite quand même. Ils peuvent pas, parce que la politique, c'est pour quand même les esprits comme les Gbagbo, quoi qu'on dise. Le match Gbagbo-Alassane n'est pas terminé en réalité. Ces élections-ci nous permettent de voir que la clé de la Côte d'Ivoire est entre ces deux gens-là. Il y a quelque chose qui va se passer et ce n'est pas fini. Et on ne fabrique pas. Laurent Gbagbo a dit qu'on ne fabrique pas un leader politique. La journaliste lui a dit, mais pourquoi vous êtes là depuis 30 ans, depuis 40 ans? Il dit, mais c'est pas de leur faute. Si les gens étaient plus forts, ils auraient pris la place. Mais vous voyez que même étant en prison, les gens n'ont pas pu prendre la place. On n'a pas pu créer une carrure politique comme Gbagbo en Côte d'Ivoire et c'est l'échec de l'opposition. Je ne vous arrête pas. Est-ce que c'était possible? En face, il y avait quand même pendant 10 années les trois quarts de l'armée qui étaient désarmés parce que c'était porteur d'armes matériellement, physiquement, ceux qui avaient des armes à l'épaule ou en poche n'étaient pas l'armée régulière. Il faut reconnaître ça. Alassane, il a régné pendant 10 années, selon les informations que nos journalistes ont pu avoir. Alassane a régné en méprisant, en piétinant, en écrasant un peu. Vous avez parlé de ce que ils auraient pu, si Gbagbo avait été à Finguessan, il se serait présenté. Non, on se présente avec un arbitre impartial. Le Conseil constitutionnel a rusé avec le peuple. Le président Fulbert Koulibaly de la CEI, qui dit les élections en première instance, il est un filleul d'Alassane Dramane Ouattara. La composition même de cette CEI est à 95% pro Alassane Ouattara. Vous n'allez pas aller à un combat de boxe quand l'arbitre est contre vous. Vous allez mourir sur le ring. Parce que tous les coups illégaux, il va vous les porter, que personne ne va l'arrêter. Donc voilà un peu, ce n'était pas des élections équilibrées. C'est pour ça que vous n'avez pas trouvé quelqu'un en face de Alassane Dramane Ouattara. De toutes les façons, même si on veut revenir, si on veut faire bégayer l'histoire, sa première candidature a été une candidature d'exception, la deuxième également, en 2015, une autre candidature d'exception, mais la troisième, elle est justifiée par quoi? Il n'a pas de certificat de nationalité. C'est quelqu'un qu'on dit, je prends un exemple, moi je vais à Douala parce que j'ai mes écarts, je me marie à une fille à Douala, et puis parce que je vis là-bas sans prendre la nationalité, on dit, bon, il y a longtemps qu'il est ici au Cameroun, par exception, on signe un décret qui me permet d'être candidat.
Et on signe un deuxième décret 5 ans après. Ça ne fait pas 2 mois un président. Donc déjà, il y a tout ça qui faisait que les gens n'avaient pas envie d'affronter Alassane Dramane Ouattara parce qu'il y avait un problème de légitimité, de légalité, de constitutionnalité de sa candidature. Je crois que c'est ça qu'il fallait plutôt mettre en avant, à mon avis, et c'est ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Il a dit, si le 1er novembre, Alassane Ouattara va quand même aux élections, il sera la catastrophe. Le mot catastrophe, comment vous le voyez, comment vous l'analysez? Vous êtes très intelligent et très futé, mais on ne peut pas, pour faire sérieux, tournons la page de tel n'est pas ivoirien, tel est ivoirien. Moi, je parle en tant que fils de Côte d'Ivoire et ce n'est pas élégant pour les gens qui nous suivent de remettre la question de la nationalité d'Alassane Ouattara. Ça peut relancer des relents d'ivoirité derrière et tout ce concept qui a amené la Côte d'Ivoire ou qui amène les pays africains à s'autodétruire. On peut accepter déjà, vous savez la différence entre un théorème et un axiome, c'est que le théorème peut se discuter, mais un axiome ne se discute pas en mathématiques. C'est une valeur axiomatique. Dès qu'on a déjà acté qu'il est candidat, c'est même un syllogisme. Il est candidat, donc il est ivoirien. S'il est ivoirien, donc il peut être candidat. Il ne faut pas qu'on joue à ce jeu. Et notre erreur, souvent, c'est qu'on a ce petit côté. Donc, il faut régler la question de l'ivoirité. Il faut l'enterrer définitivement en Côte d'Ivoire. Parce que ça cristallise aussi beaucoup de tensions. Je sais de quoi je parle. C'est quoi l'ivoirité? L'ivoirité, c'est un concept qui a été maturé dans les instances de la République par Bédier et qui a poussé à l'idée que tel autre est étranger. Et s'il est étranger, ça veut dire que tous ceux qui viennent de cette zone peuvent être ou sont des étrangers, dans le nord. Ça crée des choses pas claires dans nos têtes, dans la tête même du peuple ivoirien. La vérité, c'est que la vraie Côte d'Ivoire, où chaque pays est une nation en reconstruction permanente. Les populations se renouvellent. La densité démographique n'est jamais la même et la coloration même politique et des populations ethnologiquement parlant, même ontologiquement parlant, évolue. Nous tous, on est parfois devenus citoyens anglais, citoyens français, citoyens américains, et puis la Côte d'Ivoire est un patchwork. C'est un pachyderme en réalité. Houphouët a imaginé, avec l'appui des colons, quand on faisait la 5e République, que dans ce bout d'Afrique, qui est de l'autre côté de la Comoé, qui est de l'autre côté du royaume Ashanti, on peut imaginer un État qui monte jusqu'au bord de la Guinée, du Mali, tout ça, faire un État pachydermique, ça porte tout son sens, où les gens vont... Mais dans toute chose, on peut créer un État sous toutes les formes qu'on voudrait, mais il y a des textes qu'on se donne et ces textes, il faut les respecter. Si aujourd'hui vous êtes français, c'est bien parce que vous avez respecté les lois françaises, c'est parce que vous avez pris la nationalité française selon une procédure bien établie qui respecte les lois et la constitution française. Moi, je ne viendrai pas en France pour dire, écoutez, je suis français, malgré bon gré, je m'en fous, je suis français. Non. La Côte d'Ivoire, c'est pas un passoire aussi. C'est un peu comme quand une fois j'étais au restaurant à Douala. Je sais qu'il y a bien une maxime, le Camerounais d'abord. Pour moi, l'ivoirité, c'est l'Ivoirien d'abord. Ça peut se faire, non? N'est-ce pas, docteur? L'Ivoirien est la primeur de ce qui lui appartient. Vous m'apprenez des choses sur le Cameroun. Je peux vous rassurer que pour le peu que je connaisse du Cameroun, au Cameroun, celui qui peut vite enfermer un Camerounais, c'est un Ivoirien, un Nigérien ou un Centrafricain. Donc, Camerounais d'abord, peut-être ailleurs. Les Anglais le disent aujourd'hui, en Angleterre, il y a le Brexit simplement parce que l'Angleterre s'est sentie envahie. Vous n'entrez pas les Mexicains aux États-Unis. Il y a même un mur qu'on veut dresser pour que l'Américain soit en priorité. C'est pas propre à un pays, c'est tous les pays en fait. Oui, mais il ne faut pas tomber dans ce piège. Trump n'a pas pu faire le mur, malgré tout le bruit, parce que humainement, il y a quelque chose d'inélégant là-dedans. Le maire de Londres que vous citez, Sadiq, est un Indien. Même
l'Angleterre, qui est un pays, comme on dit, du sang pur, est devenu un pays du sang mêlé. Donc, il faut accepter que l'histoire évolue. Il faut accepter ces Ivoiriens qui étaient là et qui sont venus avant les autres et ceux aussi qui sont venus après les autres. C'est ça qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Il faut que l'Afrique dépasse ça. Et vous qui êtes en Europe, c'est vous qui devez dire ça à nos frères restés là-bas. C'est ça la valeur africaine, l'hospitalité africaine à la base. Ça, vous dites en même temps que Gbagbo représente l'Afrique et les valeurs, mais là, vous ne citez plus les valeurs de l'Afrique. Ces valeurs de la Côte d'Ivoire, c'est pas ça. C'est pas ça la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays de la richesse commune parce que les gens sont venus s'y établir. Tout le monde est étranger en Côte d'Ivoire et avant 1960 parce que c'est une succession de populates qui se sont installés, mais tous venus plus tôt que d'autres. Si on va élargir la réflexion. Vous croyez que Donald Trump, qui a des parents qui viennent de l'Autriche, de la Hongrie et un peu d'Allemagne, est légitime pour dire aux Mexicains de ne pas entrer? Vous ne pouvez pas créer ce genre de débat dans un pays. Donc, l'évolution de la nationalité, l'évolution de la mentalité, l'évolution de la science, l'évolution de la population va avec une certaine grandeur de l'humanité. Mais maintenant, je peux vous comprendre. C'est pour ça que j'ai accepté de faire ce débat, parce que j'aime quand les gens affirment leur position. Vous êtes dans votre droit. J'aime. Moi, je vous ai dit dès le début ce que je pensais. Mais maintenant, il ne faut pas dire que le président Laurent Gbagbo ne mérite pas d'être un grand Ivoirien, d'être un grand Africain, d'être un grand politique, juste parce que peut-être je n'ai pas été d'accord avec ses méthodes. Sinon, je ferais ce qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle. Les leaders comme Laurent Gbagbo, il en faut tous les 50 ans quand même, hein, où on en fait tous les 50 ans. Et attendez, quand je vous disais tout à l'heure que Laurent Gbagbo a été dépassé sous son aile par les velléités, par des ondits, par des choses de syndicalistes, voilà. Un homme politique futé qui est président de la République après ne permet pas ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a laissé dire? Pourquoi il se retrouve à La Haye? Injustement peut-être, parce qu'il a été acquitté, mais il se retrouve parce qu'on lui a fait porter tous les stigmates du rejet de l'autre. J'ai suivi son fils, Blé Goudé, faire une sortie ce matin par la voix de ses avocats pour leur dire qu'il n'a jamais dit qu'à chaque Ivoirien son français. Vous voyez qu'il l'ait dit ou pas, voilà des choses qui peuvent vous suivre toute une vie. Et quand vous dites ça à l'international, vous donnez le bâton pour qu'on vous fouette. Et c'est ce qui est arrivé. Si Blé Goudé peut se dédire, s'il peut dire que ce n'est pas lui aujourd'hui, c'est parce qu'il a pris toute l'ampleur des conséquences politiques d'une telle phrase. Et je pense que Laurent Gbagbo, ce n'est pas lui qui a initié ni l'ivoirité, ni... il a connu l'exil, hein? Il était au Burkina Faso, il a dû lui-même fuir, il a dû se cacher, il a dû venir en France. Ce n'est pas lui. Mais il s'est laissé déborder par cette vague-là. Parce que quand vous êtes leader, il y a des courants qui naissent et qui s'identifient à vous et qui disent des choses même parfois plus que vous et qui appliquent des choses plus que vous. Les conséquences de l'ivoirité, c'était la montée de la xénophobie et on a imputé ça au président Gbagbo. Et vous voyez qu'aujourd'hui, si vous lui posez la question, je sais qu'il nous regarde, avec tout le respect d'ailleurs que je lui dois, il ne pourra jamais vous dire qu'il est quelqu'un qui a créé ou qui encourage ce que vous venez vous-même de dire là. Parce que c'est dangereux. Il faut que les Africains sachent. Attendez, c'est important. Il faut que les Africains sachent que dans chaque pays, pendant que tu cherches si c'est le Malien qui est ton ennemi, il y a le Français qui est installé là, qui a 100 hectares, qui puise le pétrole, qui arrache le cacao, qui contrôle le plateau. C'est lui qui produit. C'est lui. Si vous n'attaquez pas... Donc vous êtes contre la préférence nationale? La préférence nationale, je peux aussi vous démontrer que les parents de Bédié ne viennent pas de la Côte d'Ivoire pure.
Dans ce débat-là, quand je prends le temps d'analyser toute l'Afrique, si on remonte, quand vous allez dans la frontière des Krou, des Guéré, des Bété, quand vous êtes dans la lignée de front avec la Sierra Leone et le Libéria, qui peut déterminer les échanges multiséculaires entre ces peuplades, ces petites rivières qu'on traverse et puis on est d'un pays à l'autre? Qui peut juger que Laurent Gbagbo n'a pas des ascendances? Lui qui est un fils de Mama. Mama est une grosse terre d'immigration depuis des millénaires. Vous savez d'où vous venez, vous? Moi, j'ai retrouvé mes ancêtres au Congo, moi. Je suis allé une fois et c'est sérieux. J'étais à Brazzaville un jour, j'ai reconnu des gens qui portent mon nom de famille. J'étais à Libreville un jour. Donc l'Afrique est magique. Si on entre dans ce débat, on va se perdre. Regardons vers l'avant. Donc voilà. Ça sert à quoi de faire des constitutions? Ça sert à quoi de faire des lois? Ça sert à quoi d'avoir des nationalités? Non. La nationalité est un processus, mais nous ne devons pas nous enfermer parce que nos nations sont jeunes, nos nations ont besoin d'ouverture. Pourquoi la Côte d'Ivoire est le pays le plus développé en Afrique, surtout francophone? C'est parce que toute cette richesse que Houphouët a voulu accueillir, elle vient d'où? Elle vient du Liban. Il y a des gens qui préfèrent être en Côte d'Ivoire que d'aller au Liban, même quand le chez eux brûle. Je vois des gens qui ont, comme on dit à Abidjan, des grattés, qui parlent au Nouchi plus que vous et moi. Et personne ne les dérange. Je vois des Maliens qui sont là depuis, je vois des commerçants, je vois des gens qui ont travaillé dans des plantations de père en fils, de petit-fils en petit-fils. Je vois des Français qui sont venus bâtir le tissu économique appelé par Houphouët. N'oubliez pas qu'Houphouët était député français. N'oubliez pas qu'on a une histoire. Donc l'Afrique est à construire, l'Afrique n'est pas à barricader. Je suis de ceux qui préfèrent ériger des ponts et pas des barrières. Et je pense que Laurent Gbagbo aussi, il est devenu le leader que vous avez aujourd'hui. C'est parce que dans son parcours, il est tombé sur la pensée socialiste. C'est un marxiste socialiste. Et un socialiste, tout ce qu'il a comme valeur, c'est l'anticapitalisme. Peut-être pas à outrance, mais c'est quelqu'un qui est profondément humain. Donc, beaucoup, je vous ai dit, croient connaître Laurent Gbagbo, mais ont mal souvent perçu sa politique. Et c'est pour ça qu'on a présenté à la communauté internationale Koudou comme un ennemi des gens qui sont en Côte d'Ivoire, alors que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Et ça ne peut pas être lui. Et s'il l'a toléré, c'est que ça a été une faute. D'ailleurs, un socialiste ne va pas dire, il ne va pas dire à quelqu'un de asseyez-vous, vous négociez. Un capitaliste va dire bombarder et puis on avance. Donc, il est profondément humain et j'aimerais qu'on retienne ça de Laurent Gbagbo. Je n'aimerais pas. Si, c'est ça aussi l'erreur politique qu'on fait en Afrique, c'est qu'on consulte très peu les expertises africaines ou les talents africains. Nous, on est là pour conseiller les chefs d'État parfois, ou des aînés, ou des papas. On n'est pas, mais on est très peu sollicité parce qu'on vient prendre des cabinets à Paris qui vous redisent des conneries alors qu'ils ne peuvent pas supporter ça chez vous ou chez eux. Les gens qui ont souvent conseillé le président Gbagbo, on les connaît. C'est les gens qui rasent les murs à Paris au sein du Parti socialiste et que Laurent Gbagbo peut enseigner. Mais c'est eux qui viennent sur les plateaux télé créer l'histoire de l'ivoirité quand eux-mêmes en France viennent parfois d'Azerbaïdjan. Eux-mêmes sont d'origine. Je ne veux pas revenir sur des politiques. Donc, nous devons plutôt nous servir. Si vous me donnez la Côte d'Ivoire demain, dès demain, j'en fais le Singapour d'Afrique. Et vous avez les moyens. Et ne permettez à personne de vous rappeler que vous devez tomber dans la déchéance parce qu'il y a aussi en Afrique une solidarité de la misère. Moi, vous avez parlé tout à l'heure en offre d'Afrique Média, vous me faites rire. Il n'y a rien d'Afrique dans ce média et il n'y a rien, il n'y a rien de média dans cette caisse d'abrutissement. Je vais peut-être revenir rapidement sans vous arrêter. Demain, c'est une journée électorale, demain samedi en Côte d'Ivoire. Quelle lecture faites-vous? Demain, en politique, on dit rien n'est fini tant que c'est pas fini.
L'erreur donc du président Gbagbo, ça a été en 2010 de dire que c'est maïs. C'est rien. C'est pas rien. Il a sous-estimé la puissance de ce qu'on appelle les forces hégémoniques, exogènes, qui ont encore leur mot à dire en Afrique. Donc, il faut que les Ivoiriens m'écoutent. Il faut qu'ils sachent, pardon, que le destin de la Côte d'Ivoire n'est pas à un mandat près, parce que on peut, on ne peut pas. Tous les gens qui vont être poussés à la faute vont payer, vont faire perdre à la Côte d'Ivoire un autre pan de l'histoire. Moi, je pense que le dernier mandat, comme a dit Ouattara, parce que je ne vois pas ce qui peut empêcher à Ouattara de gagner, mais le dernier mandat là doit être dans le mandat de la clarification avec le retour du président Gbagbo, puisque lui-même il a dit, il faut que le président Gbagbo rentre à tout prix. Si vous l'avez appelé comme homme providentiel, c'est pas pour que tout le monde meure et qu'il vienne gérer les arbres. C'est qu'il vienne, qu'il s'asseye, mais pour qu'il s'asseye, il faut qu'il trouve le président Alassane Ouattara, que ce débat de fond sur l'avenir de la Côte d'Ivoire et l'héritage de la Côte d'Ivoire ait lieu. Justement, c'est ce que le président, justement, vous rejoignez encore une fois, monsieur le président Laurent Gbagbo, qui dit asseyons-nous et discutons avant les élections. C'est demain. Il n'a pas. On peut reporter les élections, c'est demain à 8h du matin. Demain à 7h59, on peut encore reporter les élections. Je ne prendrai pas cette responsabilité. Peut-être c'est possible, mais vous m'avez dit d'analyser. Je parle de la donne là. Parce qu'il ne faut pas que les gens confondent. Quand je fais une analyse, je prends la donne. C'est-à-dire, moi je suis là, si quelqu'un vient me dire on brûle la maison parce que nous on n'a pas mangé et tout, je dis non, calmez-vous, ne brûlez pas la maison, c'est peut-être juste la nourriture qui... Il faut la nourriture dans la marmite. Ça n'implique pas qu'on doit brûler toute la maison. En Afrique, il y a une immaturité politique où les gens veulent voir le sang partout, veulent qu'on déchire tout, veulent qu'on gâte tout, veulent qu'on brûle tout pour qu'on recommence encore et ça nous bloque. Ça s'appelle le mythe de Sisyphe, là. Il faut repousser la pierre tout le temps. Alors, donc, ce que je pense, moi, c'est que ce mandat-ci, ce n'est un coup KO pour personne. C'est un mandat qui peut permettre à Ouattara d'aplanir les doutes parce qu'il va faire venir le président Gbagbo pour qu'il laisse un héritage commun aux enfants de la Côte d'Ivoire. C'est l'héritage qui me plaît. Je n'ai pas envie de voir Yamoussoukro brûlé ou Dabou ou Sassandra ou Korogo, je ne sais pas. J'ai envie de voir. Les Africains sont un peu, je vais vous dire, les Africains sont un peu jaloux de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, jaloux. C'est-à-dire que les Africains, derrière leur panafricanisme, parfois, cachent mal leur petite haine de voir que ce qui échoue chez eux réussit là-bas. Et ils créent une sympathie du misérabilisme. Ce que je dis, par exemple, souvent sur la Côte d'Ivoire, même si d'autres ne veulent pas l'avouer, c'est que ailleurs, les routes deviennent des pistes d'éléphants. Mais en Côte d'Ivoire, les pistes d'éléphants sont devenues des autoroutes. Faites-en bon usage. Profitez-en. Ce n'est pas parfait. J'ai encore vu beaucoup de jeunes désœuvrés dans les rues de Yamoussoukro, d'Abidjan. Je sais qu'à Bobo, les gens veulent du travail. Il faut de la formation. Il faut une nouvelle mentalité. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? L'éducation, la responsabilité. Vous savez que respondere, c'est le mot latin répondre. Qui répond en Afrique aujourd'hui? C'est pour ça que le président Gbagbo a rappelé hier que c'est lui qui a ramené l'âge du vote à 18 ans et qu'il faudrait même le ramener à 16 ans parce qu'il pense que c'est ces enfants-là qui vont changer l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'on leur met dans la tête? L'éducation doit changer totalement. Il faut apprendre à fabriquer le stylo. Il faut apprendre à fabriquer les lunettes. Il faut qu'on devienne l'outil de production. Vous ne pouvez pas devenir un pays industriel si vous êtes un pays renfermé ou un pays xénophobe ou un pays des gens du pays. Mais tout ça, ça se fait quand même dans un cadre légal, non quand même? Je suis d'accord. Mais en attendant le cadre légal, il faut donc brûler la basilique ce soir, qui est un monument historique.
souveraineté appartient au peuple. Okay? Si le peuple dit je veux qu'on m'entende, personne ne veut vous entendre. Le peuple dit je veux qu'on m'écoute, je veux m'asseoir, je veux discuter. Il y a des biens qui vous sont propres. Vous faites des décisions sur des biens propres par vous-même dans votre chambre ou avec vos amis. Mais quand il s'agit d'une affaire nationale, c'est un consensus national. Donc le peuple a son mot à dire. Et qui est différent de quand il s'agit de votre voiture, la couleur de votre voiture ne va pas me regarder. Mais si vous et moi, on doit aller demain à voir nos parents blessés à Ezeka parce que le train s'est renversé, mais on va prendre rendez-vous tous les deux pour se croiser à l'aéroport parce qu'on voyage ensemble. Je veux dire, une question nationale, c'est une discussion, un consensus national. Si la basilique doit brûler, ce sera parce qu'il y a eu manquement, il y a eu échec de consensus national. Il ne faut pas l'occulter aussi. Mais justement, vous voulez tomber dans la constitutionnalité, là. Le peuple est souverain, mais ça ne veut pas dire que le peuple est anarchiste et souverainiste. On ne peut pas, sous prétexte qu'on est fâché. Bon, je vous prends un exemple. Vous avez pris un merveilleux exemple tout à l'heure, c'est en cela que vous êtes brillant. Mais vous savez ce qu'on appelle l'héritage en bantou. Vous savez, moi j'ai hérité ça de mes grands-parents. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Et je n'ai pas le droit, quand on vous laisse un héritage, si votre parent vous laisse une maison inclinée, vous n'allez pas la refuser ou la détruire. Vous n'allez pas la fuir. Vous acceptez l'héritage et vous faites corps et vous refaites un building. Moi, je rêve d'une Silicon Valley ivoirienne. Je rêve d'un pays aussi du progrès. Je ne rêve pas d'un pays de déchéance et de décadence. Ne voyez pas les petits Américains. Attendez, quand les Américains ou quand les petits Français brûlent ici en France, les gilets jaunes et tous ces jeunes, sur les Champs-Élysées, ils cassent parfois les boutiques pour prendre les parfums. Ils ne détruisent pas les symboles de l'État. Il faut faire très attention. Parce que chez nous, on croit que l'anarchie est un système politique. Et les leaders politiques surfent avec ça. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que, oui, mais voilà. Est-ce que vous avez raison de dire que c'est de l'anarchie? L'opposition s'assoit avec vous, chef d'État, il discute avec vous. On vous fait des propositions. La Cour africaine des droits de l'homme dit que là où vous partez, Monsieur le Président, vous allez droit dans le mur. L'Union européenne, la CEDEAO vient. Tout le monde dit, asseyez-vous et discutez parce que là, c'est une voie, c'est un labyrinthe, c'est une voie sans issue. Et vous n'écoutez personne. Et vous y allez quand même. Ce n'est pas de l'anarchie. C'est plutôt un peuple qui veut redorer son blason, qui veut exprimer sa souveraineté. Vous savez, on a envie de dire quand on a échoué ailleurs, on couvre la Côte d'Ivoire. Parce que là-bas, on réussira. Mais oui, quand on entre, on descend dans un aéroport, il y a quand même un visa qu'il faut présenter. Sinon, moi, je ne viens pas en France si je n'ai pas de visa. Pourquoi je ne rentrerai pas aux États-Unis comme je veux? Il y a quand même un cadre légal. Le président Gbagbo, comme vous l'avez si bien dit, il a dit qu'on respecte les lois qu'on se donne nous-mêmes. Si on ne peut pas respecter les lois, moi, je ne serai jamais candidat au Congo. Ils ne voudront pas parce qu'il y a des lois. Mais quand vous dites ça, je pensais avoir répondu à la question. Quand vous dites ça, c'est pour dire que qui ne mérite pas d'être candidat. Peut-être la Constitution. Vous savez... La Constitution dit qu'il faut 2 mandats. Et vous l'avez bien lu aussi. Mais je peux vous garantir, j'ai écrit un livre qui s'appelle Partir comme on est venu et je traite de ces questions-là. C'est un très bon livre. Voilà. Je l'ai dans ma bibliothèque. Oui. Je traite de ces questions-là de manière simple. Là où il y a le flou, il y a le faux. Il faudrait que les Africains... C'est pour ça que je vous ai dit que Koudou a son destin en Côte d'Ivoire. Lui et Ouattara vont nous dire. Ils vont réécrire quelque chose de judicieux. L'intellectualisme qu'on vient prendre ici à Paris et ailleurs, vous croyez que les Européens peuvent nous donner le fond de leur savoir pour que ça nous serve? Sinon, on va les dépasser. Donc, ils nous font lire les livres à l'envers. C'est pour ça que nous écrivons nos propres livres. Voilà le livre de Cheikh Anta Diop. Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Si un Africain n'a pas lu ça, il ne doit pas parler. Ce que vous me dites là, c'est extrêmement grave.
Mais en réalité... Non, mais c'est normal. Il faut un cadre légal à toute chose. Attendez, je suis clair, mais je dis, la Constitution, c'est les règles simples et claires. Dans ce débat de constitutionnalistes, on peut passer un an là-dessus, personne ne va gagner. Je peux vous prouver, par rapport à mes intérêts, que Ouattara peut être candidat et doit être candidat. Et les autres aussi vont amener un débat technique pour dire qu'il ne peut pas. Et dans ce débat-là, il y a le flou. C'est pour ça que dans la rédaction des constitutions en Afrique, il faudrait que les gens soient clairs, simples et vrais. Pas de tournure de style, pas de langage juridique. Il n'y a aucun terme juridique dans la constitution des États-Unis d'Amérique. On dit, pour être candidat aux élections aux États-Unis, il faut être né sur le territoire américain. Point. C'est écrit, c'est une petite phrase. S'il n'y a pas de... On peut ou on pourrait. Il n'y a pas de tournure de français, là. Il n'y a pas gros français dans la Constitution. C'est pour ça que... C'est ça que le président Gbagbo disait hier, qu'il faudrait qu'on respecte ce qu'on a dit et qu'on dise ce qu'on doit respecter. Et clairement... Vous savez, il y a un type qui s'appelle Grover George, le créateur d'Intel, qui avait dit « Seuls les paranoïaques réussissent ». Il faut que l'Afrique soit paranoïaque de son talent, de son succès, de son avenir. La Constitution est très floue. Je l'ai lu, hein, la Constitution ivoirienne. Laquelle constitution? La Constitution ivoirienne, depuis 60, c'est la 3e, là. Et je peux vous garantir qu'elle n'est pas claire. Donc, si on va entrer dans ces détails-là, c'est pour perdre le temps. Et Bédier, qui a cautionné cette constitution, savait que c'est à son avantage. Parce que le verrou de l'âge, le ceci, les petits avantages, selon leurs accords, c'est maintenant qu'il ose dire que ce n'est pas bon parce que ça lui a... Donc, il faut arrêter la malhonnêteté politique en Afrique. C'est pour ça qu'on dit que les founding fathers, les pères fondateurs d'un pays, n'ont pas de sexe, n'ont pas de visage, ils ont le cœur. Ceux qui doivent écrire la Constitution. Et c'est ça le rôle de Koudou demain. Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire en intellectuel de génie qu'il est, proposer un texte, pas politique, mais un texte simple. La Constitution, c'est des mots simples. Majorité de vote, 16 ans. Qui peut voter tel, tel? 2 mandats. 2 mandats, point. Il n'y a pas point virgule. En Afrique, on met souvent un point à la ligne. Il n'y a pas de... La Constitution, c'est point. Chaque petit... Mais c'est parce qu'on est en direct, je pourrais vous sortir la Constitution des États-Unis. Je vous dis, même mon enfant, même mon fils qui est en 6e, la lit en anglais et il comprend. Est-ce que vous comprenez? Et c'est tout ce travail politique que la jeunesse, que les Africains, que les Ivoiriens doivent adopter. Ce flou-là a profité à certains hommes politiques, même au président Gbagbo à son temps. Et puis, aujourd'hui, surtout en 2020, il n'est pas responsable. Il a s'est payé ça. Je veux qu'il souffle un peu et qu'on le respecte. Mais maintenant, les gens qui disent à Ouattara aujourd'hui qu'ils ne devraient pas ou ne devraient pas, ne sont pas à la hauteur de se mettre en face de Ouattara. Parce qu'ils savent qu'ils ont échoué et ils savent qu'ils n'ont pas été honnêtes envers les Ivoiriens. Je reprends. Si Afin Guessan, qui est un brillant ingénieur par ailleurs, Premier ministre, s'il avait suivi les consignes de son mentor, c'est qui son père en politique? C'est pas Gbagbo? C'est Laurent Gbagbo, oui. Est-ce qu'il a obéi? N'est-ce pas, il est allé koudou. Enfin, il est allé seul et maintenant qu'ils sont face au mur, Gbagbo leur avait dit attention. Moi seul, je comprends le monde où vous êtes. Je comprends. Laissez-moi, écoutez-moi. Si on avait laissé, attendez, vous m'avez posé la question. Si on avait laissé le soin au président Gbagbo même de son exil, de remodeler la formation FPI avec toute la force de la FECI, parce que les gens oublient que la FPI, c'est la racine de la Côte d'Ivoire. Nous tous, c'est l'âme de la révolution. Tous les enfants sont FPI, même dès le berceau. Donc, quand tu as un esprit vif, donc, ça fait 10 ans, il aurait pu maturer une nouvelle génération avec une conscience politique. Et aujourd'hui, ça devait être l'émerveillement. Et en dehors de ça, voilà.
Excusez-moi de vous ramener sur un point que vous avez dit. Quand vous dites beaucoup sont jaloux de la Côte d'Ivoire, je vais vous le dire. Je n'ai pas bien compris en fait. Parce que vous avez, après, vous n'avez pas développé. Mais ma seule force, c'est que j'aime souvent qu'on me présente comme un docteur en mots simples, en mots faciles. Vous savez que quand vous suivez RFI, les petits grattés là vous font des jours. On fait en Afrique le journal en français facile. Donc, Ouais. ils se disent que les Africains, en 2020, n'ont pas encore le niveau de comprendre. Ils nous insultent tous les jours et vous les aimez. Ils vous font le français, le journal en français facile. Je n'ai jamais vu ça au monde. Bon, moi aussi, je vais commencer à faire les enseignements en français facile, en baoulé facile, en ani facile, hein? En bété facile. Non, je sais. Donc, Excusez-moi, docteur Bisson, vous êtes conférencier. Moi, je vous suis personnellement. Je vous suis depuis toujours et puis je pense il y a beaucoup de choses à apprendre avec vous. tout, Et on reviendra sur Akeva une autre fois. Mais comme vous dites que beaucoup d'Africains, je vais vous dire quelque chose, parce que vous savez que beaucoup d'Africains sont jaloux de la Côte d'Ivoire. Et puis on est passé à autre chose. Ça a besoin d'explications pour les téléspectateurs qui n'arrêtent pas de nous écrire sur le côté pour dire que l'homme que nous aimons tant, le docteur Martial, qu'il nous aide à comprendre. Donc voilà, je reprends la question que nos téléspectateurs ont posée. ok. Il faut savoir que à l'aube de la création des États indépendantistes, Houphouët a un rêve, terre à terre. Derrière le RDA, le Rassemblement démocratique africain, il n'a pas la même vision que le clan d'Accra et d'Alger, qui veut un panafricanisme immédiat, durable et tout de suite effectif. Houphouët, lui, il a mangé avec les cuillères en or. Pas qu'il n'y avait pas l'or en Côte d'Ivoire, mais il a mangé dans les salons feutrés de la République, avec De Gaulle ici. Il a compris comment ça fonctionne. Et il a dit que non, nous allons aller au panafricanisme quand chacun aura assez à manger et quand chacun aura un ventre bien rempli. Ça veut dire le développement. Et il a créé une plateforme économique pour que les investissements directs étrangers, les IDE, arrivent massivement. Que les gens mettent beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire pour construire. Il a appelé tous les cerveaux d'Afrique. J'ai des oncles, des tontons qui ont enseigné à l'université de Côte d'Ivoire. Notre aîné Manu Dibango a eu un jet privé pour venir former l'orchestre musical de la Côte d'Ivoire. Et c'est là où les Ernesto Djedje, toute cette génération, les François Louga et tout ce monde-là. Les Bonkana Maïga sont partis du Mali, les gens sont partis de toute l'Afrique pour venir créer ce bassin. Et il y avait les mêmes réalités. Parce que j'écoute souvent le débat sur le CFA. Ce n'est pas Ouattara qui a créé le CFA. Diantre. Donc, Houphouët a capitalisé sur le développement. Pendant que les mêmes pays africains étaient perdus dans le même bavardage, le même bruit d'ivoirité, mais dans les pays africains en retard, là, les pays du Moyen-Âge, là, ils n'ont pas progressé depuis 60 ans. Donc, Abidjan aujourd'hui est arrivé à la phase de son industrialisation. On ne met pas le métro dans une forêt. Le métro a besoin de 3 petites choses. La clarté de la provenance de l'électricité. Il faut qu'il y ait l'électricité, la source électrique. Il faut qu'il y ait un schéma directeur du sous-sol. Il faut qu'il y ait 3, les vecteurs d'industrie, donc des signaux d'entreprise et tout. Donc, si vous êtes arrivé à ce stade-là, je ne veux pas donner ça je ne veux pas afficher ce succès-là à une seule personne. Je dis la Côte d'Ivoire. Alors, quand vous êtes un pays qui est déjà en train de lancer les grands travaux, les gens vont me dire, est-ce qu'on mange le pont? Je dis, mais taisez-vous. Ailleurs, les gens produisent leurs bananes, ils n'arrivent même pas à les couler. Les gens meurent à l'hôpital. Les gens meurent parce qu'ils font 100 km dans les pistes, il n'y a pas de route. Donc, ce que je veux dire, c'est que la Côte d'Ivoire a des moyens tangibles aujourd'hui de se développer. Soyez juste sages. Et les autres pays africains qui ont la même souffrance, qui ont les mêmes tares, parce que les tares post-coloniales, les mêmes dérives, le même CFA, les mêmes ceci, ont quand même l'incapacité de produire même de l'électricité chez eux. Or, la Côte d'Ivoire, même pendant
Même en 99, même pendant les premières crises, on n'a pas coupé la lumière à Abidjan. Je suis un témoin vivant. Même 5 minutes, ou quelques rares fois. Donc, quand vous avez ce progrès-là, ça fait mentir les panafricanistes d'Afrique Média et de Média Afrique et de tout cela, les petits aigris, qui sont convaincus que la France empêche tout développement. Or, ils refusent de dire que c'est leurs élites qui sont corrompues ou leurs dirigeants qui sont parfois incapables. Or, la Côte d'Ivoire est un contrepoids. La Côte d'Ivoire est une antithèse face aux théories de l'échec permanent de l'Afrique. C'est ce que je voulais dire. Que la Côte d'Ivoire réussit. Citez-moi quel pays noir au monde a le métro. Et c'est ce succès-là qui détruit toutes les thèses des autres feignants qui ne veulent pas travailler. Docteur. Oui. Vous savez très bien qu'on peut faire une économie d'infrastructure. Faire venir des Occidentaux ou des Chinois vont nous développer les plus grandes routes au monde. L'argent qu'on leur donne pour développer ces infrastructures-là, ils vont les expatrier, donc l'argent ne reste pas là. L'argent n'est pas réinvesti dans le panier de la ménagère, ça ne se ressent pas dans la vie au quotidien. A contrario, on aurait pu faire une économie que j'ai envie d'appeler une économie d'assiette fiscale, permettez-moi ce terme-là, qui permet donc à vous et moi de créer à Bafoussam une entreprise où chez nous, là, on va employer les jeunes désœuvrés. Le Chinois, il va rester à l'écart parce que le jeune Camerounais que je suis, j'ai créé de l'emploi au Camerounais et ce Camerounais, il va soigner quelqu'un. À Douala, si vous allez à la Quintini, la moitié des gens, ils sont couchés à l'hôpital, il n'y a personne pour les soigner parce que le gouvernement ne peut pas, et nous les parents qui devons les aider, on n'a pas d'emploi. Si vous allez à l'hôpital central ou bien à l'hôpital militaire à Douala, c'est le même scénario. Autant on peut faire toutes les routes. Si le train est tombé à Ezeka, c'est simplement parce que celui qui a pris le chemin de fer, les Camrail, n'a pas voulu respecter son cahier de charge. Et nos parents, ils sont morts. Je veux dire, on peut faire toutes les routes qu'on veut, mais si on n'investit pas l'argent des routes, celui qui prend l'argent pour faire les routes, s'il doit repartir en Occident avec ça, ça ne sert à rien. Donc vous voyez bien qu'il faut balancer. Je ne dis pas que vous avez tort, mais en même temps, la vérité n'étant jamais absolue, on peut toujours balancer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je suis heureux d'apprendre que vous connaissez bien l'Afrique et le Cameroun. Ça, c'est très bien. Mais je peux vous dire, et je parle en mondiovision, vous avez parlé de l'accident des écarts. Je ne veux pas revenir là-dessus parce que c'est pas sur une tribune qu'on va dire du mal de nos pays en réalité. Je suis quand même l'un de ceux, je suis le premier qui a organisé la chaîne de solidarité pour donner, pour secourir là-bas sur place. C'était en 2016. Alors, je vous en félicite. Je voudrais vous saluer pour votre acte de générosité. Mais oui, c'est au public. Tous les Camerounais le savent. Et vous préférez donc être dans la forêt avec votre fierté sans la route? Je vais balancer. Je vais vous dire donc une vérité aujourd'hui, puisqu'on veut parler un peu d'économie. L'économie a deux piliers. Il y a l'achat des devises, qu'on appelle le forest, et puis il y a le trade, donc l'épargne et le placement. Donc pour créer ces valeurs, il faut qu'il y ait un tissu économique. Et ce tissu économique est bâti sur les piliers de l'infrastructure. On peut donc aller prêter de l'argent ou faire prêter de l'argent ou lever des eurobonds, faire venir de l'investissement, créer de la valeur. Et celui qui investit son argent pour vous donner le pont à 4 étages, il doit récupérer son argent. Donc on met souvent des péages. Mais ce n'est pas là le problème. Il ne faut pas être jaloux. Hein. Vous voulez la technique de quelqu'un, vous voulez aussi prendre son argent. Ce qui nous intéresse, quand quelqu'un vous met le pont ou l'autoroute, c'est comment je peux faire, moi, désormais, qui habite à Bognois, moi qui habite à Korogo, si j'ai l'autoroute qui me permet d'arriver à Abidjan en 2 heures au lieu de 6 jours, c'est là que le développement vient. Les infrastructures, ce n'est pas qu'on vient t'ajouter le salaire dans ta maison.
C'est qu'on te met dans les commodities, les commodités. Et vous savez pourquoi le Rwanda est en train d'évoluer? Parce que j'étais la dernière fois au Rwanda, c'est le premier pays qui a testé la 4G et la 5G là. Tous les jeunes à Kigali étaient devant leur laptop en train de travailler. Et j'ai vu des annonces. MTN recrute, Orange recrute, salaire 3 millions. Je demande aux jeunes, mais vous ne voyez pas les offres dans Udo, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, on vend notre thé. Donc, grâce à la connexion, le téléphone, les gars, ils vendent leur thé à Londres. Ils sont à la bourse, étant à Kigali. Ils envoient le camion chercher la production de thé à 200, 300 km. Pendant qu'il est en train de vendre ici, la route passe, on charge le truc et il expédie. Donc, vous n'allez pas dire à ce petit Rwandais que les infrastructures lui servent à quoi. Il faut que les Africains arrêtent d'être francophones dans la tête, donc français là. On est des petites choses, des Français, on se plaint d'eux. Il faut qu'on prenne notre développement. Mettez-moi à Yamoussoukro dès demain, je vous produis des champs d'ananas, je vous produis du manioc et je le vends ici sur les Champs-Élysées dans tous les palaces. Et c'est ça, parce que j'ai la capacité d'avoir l'autoroute. Le port d'Abidjan est là. Le port est là. Je peux vendre. Il faut cette éducation-là nous manque. Dans nos écoles de commerce et de tout, dans nos lycées, on ne fait rien. C'est pour ça que le président Gbagbo, qui est un enseignant dans l'âme, il sait qu'on a raté quelque chose dans l'éducation. Et il a dit à demi-mot. Et si vous demandez au président Gbagbo, il va vous dire qu'on a fait une erreur monumentale depuis 60 ans. On a formé des politiciens de rue. On a formé des affamés. Ils vont à l'école, ils reviennent être affamés. Ils vont à l'école, ils reviennent dormir chez papa. Ils attendent le gouvernement. Il faut encourager donc la production du savoir quantitatif, qualitatif. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, moi, vous me donnez une autoroute dans un pays, vous me donnez la connexion 5G. Mais qu'est-ce qui empêche un jeune de prendre son cacao au lieu d'attendre que le Libanais vienne lui donner 100 francs? Il est chez lui au village, il a l'électricité, parce que tous les villages sont presque électrifiés. Et tant là, il achète sa connexion, il parle directement avec le torréfacteur à Londres. C'est sur le net. Et puis, il vend son cacao lui-même. Donc, vous n'êtes pas d'accord qu'il faudrait qu'on balance un peu, non? Il n'y a rien. Dans mon pays, là, ils mangent un peu. Il faut que le soir, ils aient à manger, même quand il y a des autoroutes. Quand il n'y a pas à manger, on fait comment? Mais tu ne peux pas dire que tu n'as pas à manger quand tu as l'autoroute. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas à manger quand tu as la connexion. Aujourd'hui, pour être riche, il faut juste avoir la connexion. Un téléphone, juste de la connexion, la connectivité, et tu es relié au monde entier. Tu peux rédiger les comptes. Tu racontes même les comptes en baoulé ou en BT. Tu vends. Je vous prends l'exemple de Magic System. Magic System a profité de quoi en Côte d'Ivoire? Les tam-tams des funérailles. C'est ça qui nous a amené à premier Gaou, le monde entier a dansé. Ils ont gagné des centaines de milliards. Et pourquoi après, il n'y a pas de... C'est parce qu'on a peur de l'industrie. La musique américaine, donc, sait s'industrialiser. Rien ne rapporte aux États-Unis plus que la musique. Ce n'est même pas l'art. Ils ont trouvé un couloir. Attendez, je chute, s'il vous plaît. La musique ivoirienne a le même tempo. Enfin, la musique américaine a le même tempo. De R. Kelly, Michael Jackson, Beyoncé, tout ce que vous voulez, tous ces jeunes-là, et ils vendent ce monde entier. Le Coca-Cola n'est pas une boisson extraordinaire, mais c'est un seul principe, une seule qualité. Et vous ne pouvez pas avoir... Depuis qu'il y a eu les Magic System pour sortir là, ce n'est pas une émission culturelle, mais la culture est politique. Il devait avoir des studios à Abidjan, comme à New York, pour fabriquer les mêmes choses que c'est le génie de ces gars-là et vendre ça à la chaîne au monde entier. Ce qui est valable en musique est valable en cacao, est valable en café, est valable en acajou, en acaf. Nous ne travaillons pas. On va revenir, je vais vous ramener à notre thématique. Demain, c'est le jour électoral en Côte d'Ivoire. Si vous avez un appel, avant de conclure, je vous ai gardé quand même pendant 1 heure, c'est beaucoup. Quel appel vous aurez lancé et à l'opposition ivoirienne, au parti au pouvoir et au peuple de Côte d'Ivoire?
Vous avez trois différents groupes de personnes en face de vous. Si vous devez leur parler à chacun, qu'est-ce que vous leur aurez dit, docteur Bisson? Je vais dire au président Ouattara de travailler plus pour l'apaisement, de faire entrer Laurent Gbagbo, parce qu'il y a élection, rien n'empêche qu'il gagne. Il faut être concret et réaliste. Et il ne faut pas qu'il gagne pour narguer les autres. Il faut qu'il gagne pour appeler les autres. Parce que visiblement, c'est la porte de sortie aussi pour lui. Aux adversaires du président Ouattara, je vais leur dire que je sais qu'ils ne sont pas obligés d'être d'accord avec moi, mais ils n'ont pas eu le temps de maturer un projet politique. Parce qu'ils n'ont pas su créer cette force politique alternative. Ils n'ont pas eu le temps. Ils ont été surpris eux-mêmes. Que ce soit le président Bédier, que ce soit Afingessa. Bon, pour Kakabe, bon, il va faire ses 1%. Et pour le peuple ivoirien, j'allais leur dire, les grandes douleurs sont muettes. Et je peux comprendre la frustration de la jeunesse qui attendait beaucoup, qui attendait du travail, qui attendait du rêve, qui attendait les salaires qui tombent, qui attendait... Parce qu'on n'a pas eu cette éducation, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Nous sommes dans ce tunnel francophone de la Sistana. Mais je leur dis, ne brûlez pas. Soyez pas d'accord si vous voulez, mais ne posez pas un acte délictueux parce que la colère est un très mauvais conseiller en Afrique. Les grandes nations savent préserver l'essentiel et surtout à cette jeunesse, il faut préserver les acquis et développer les atouts. Les atouts, c'est ce que je vous ai dit, les technologies de demain, l'économie de demain. Nous entrons dans la 3e révolution technique et scientifique mondiale. Il faut que la jeunesse ivoirienne en profite et il faut permettre qu'il y ait un climat sain. Et puis pour Koudou, pour Laurent Gbagbo, j'aimerais dire que Laurent Gbagbo a été tellement en avance, il a été tellement vrai. Lui me comprend ce soir. Beaucoup ne m'ont peut-être pas compris, mais nous on se comprend. Je suis son bon petit, comme on dit à Abidjan. Donc, si vous me mettez dans la posture de Koudou aujourd'hui, je ne ferai pas ce qu'il a fait. Mais il a fallu quand même qu'il le fasse. Parce que si on n'était pas venu le chercher au palais, on n'allait pas voir le vrai visage des gens qui mettent les gants pour venir nous traumatiser, nous étrangler la nuit. Donc, le président Laurent Gbagbo a permis à Mondo Vision, et ça c'est pour la postérité, de dire aux Africains, mes fils, mes petits frères, voilà ce qui se passe. Vous racontez ça dans les rêves. Voilà le cauchemar de l'Afrique. On vient me sortir même au sous-sol. Et ça manquait d'élégance. Et on sait qui a manqué d'élégance. Et le président Gbagbo est ce grand frère africain que nous tous on a rêvé d'avoir. Et c'est juste ce qui lui est arrivé. Mais lui-même a souhaité que ça arrive ainsi parce que c'est comme ça que les grands hommes entrent dans l'histoire. Il aurait pu fuir et on n'aurait pas vu ce dénouement. Mais ça nous donne maintenant la matière à réfléchir, à écrire, à travailler sur ce que c'est que la France-Afrique, les limites de la France-Afrique, les faiblesses, les failles de la France-Afrique. C'est pour ça qu'il y a des combats qu'il faut assumer. Ce soir, par exemple, vous m'avez mis dans un exercice très difficile, mais je suis obligé d'assumer. Parce que pour les jeunes, c'est des documents qui vont rester même pour 1000 ans. C'est des fichiers numériques. Si j'encourage les jeunes à aller brûler la Côte d'Ivoire demain et qu'il y a 1000 morts, 2000, 1 million, on va quand même amputer ça, même dans ma conscience. Donc vous comprenez que nous devons nous attabler sur un autre monde, un autre destin, laisser un peu les choses aller, même quand on n'est pas content. Notre colère ne peut pas aller arrêter le destin. Et il faut parfois qu'on sache raison garder et qu'on se prépare pour les grandes batailles qui arrivent. Et c'est pour ça que Laurent Gbagbo a dit un mot important, il faut négocier. L'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est dans la négociation. Mais demain, c'est pas moi qui fais les élections,
il y a élection. Je ne dis pas qu'il ne doit pas avoir. Si ces élections sont affirmées, il va falloir quand même négocier, quel que soit le vainqueur. Et le vainqueur est d'ailleurs connu. Il faut qu'il négocie demain. Parce que la politique, ce n'est pas une page qu'on tourne. On dit dans la forêt que le sang de la bouche, quand tu te blesses dans la bouche, tu craches une partie de sang, mais tu es obligé d'avaler une autre. Le destin de la Côte d'Ivoire, c'est cette blessure-là qui est dans notre bouche. Il faut qu'on sache avaler et qu'on ne recrache pas tout. Parce que c'est ce substrat-là qui va refaire les cellules revivre. Et pour terminer, je vais dire un truc que j'aime bien. Je ne sais pas si en Côte d'Ivoire on mange du bon gibier. Je sais qu'il y a dans la bonne sauce graine et le bon foutou. Mais la vipère, par exemple, chez les initiés, chez nous, dans la forêt, on dit que quand la vipère est dans la brousse, elle appartient aux jeunes. Mais quand elle entre dans la cour du village, c'est une affaire des vieux. Et c'est ça la politique. Vieux, c'est pas en âge, c'est en esprit. Et Koudou, c'est un grand esprit en Côte d'Ivoire. En Afrique, il ne faut pas le ramener à ces petites choses-là. Et il doit aller maintenant partager la vipère. Elle est déjà entrée dans la cour. Et qui tient la vipère? Voilà. D'accord. Ben, merci beaucoup, docteur Martial Bistok. On dire merci pour votre temps. Vous êtes resté plus d'une heure dans le je pense que c'était un jour mémorable. L'histoire de la Côte d'Ivoire que vous avez lancé à ce peuple, qui est le vôtre. En tout cas, je vous dis merci d'avoir à Deuxième TV. Comprennent, parler. Oh là là. Dis donc. Le débat est terminé ce soir. Mais vous savez, il faut servir la Côte d'Ivoire, il faut servir l'Afrique. Il faut que les Africains acceptent de grandir. Je vous dis merci d'avoir été là. Mais on se rend en direct tout à l'heure. Ne vous fatiguez pas. Je suis connecté à vous. Merci d'avoir suivi.